Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux innovations architecturales et aux sagesses ancestrales. Aujourd'hui, nous vous racontons l'extraordinaire histoire de Marcel Dubois, maçon autodidacte des Cévennes qui défraïta la chronique locale en 1987 en construisant une maison parfaitement ronde dans le petit village de Saint-Maurice-de-Ventalon. Cette construction atypique, inspirée des techniques ancestrales de la région, mais totalement inédite par ses proportions et sa conception, suscita d'abord les moqueries de ses voisins avant de révéler des qualités thermiques exceptionnelles qui révolutionnèrent l'approche de l'habitat écologique en zone de montagne. Cette histoire vraie nous révèle comment l'intuition d'un homme simple, nourri par l'observation de la nature et la connaissance des traditions locales, peut aboutir à des innovations remarquables qui défient les conventions architecturales modernes. Marcel nous enseigne que les solutions les plus efficaces se trouvent parfois dans le retour aux sources combiné à l'audace de penser différemment. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants d'innovation populaire. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue. Et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de mettre en lumière ces génies méconnus de l'architecture vernaculaire. Préparez-vous à découvrir comment un simple maçon a révolutionné l'art de construire en redécouvrant les secrets oubliés de nos ancêtres. Paragraphe 1. L'histoire de Marcel Dubois commence en 1985, quand ce maçon de 52 ans, né et élevé dans les Cévennes, décida d'acquérir un terrain isolé sur les hauteurs de Saint-Maurice-de-Ventalon, petit village de Lozère perché à 1200 mètres d'altitude. Ce terrain de 3000 mètres carrés, situé sur un plateau venteux balayé par la tramontane et les vents du nord, avait été dédaigné par tous les acheteurs potentiels en raison de son exposition particulièrement rude aux intempéries hivernales. Les habitants du village avaient surnommé cet endroit « le bout du monde », tant les conditions climatiques y étaient rigoureuses. Marcel, homme trapu aux mains calleuses, forgé par 30 années de métier, avait grandi dans une famille de maçons cévenols qui se transmettaient leurs secrets de génération en génération. Son grand-père, Firmin Dubois, lui avait enseigné dès l'enfance les techniques ancestrales de construction en pierre sèche, ces méthodes millénaires qui permettaient aux bergers et aux paysans de la région de bâtir des édifices d'une solidité remarquable sans utiliser le moindre mortier. « La pierre bien posée, » répétait le vieil homme, « se suffit à elle-même. » C'est la nature qui nous enseigne comment construire. Cette philosophie de la construction en harmonie avec l'environnement avait profondément marqué Marcel. Contrairement à ses confrères qui adoptèrent progressivement les techniques modernes, béton, parpaing, isolation synthétique, il restait fidèle aux méthodes traditionnelles qu'il perfectionnait constamment par l'observation et l'expérimentation. Son carnet de chantier, noirci par des décennies d'annotations, contenait des schémas complexes et des calculs empiriques qui témoignaient de sa recherche permanente d'amélioration des techniques ancestrales. Le projet de construire sa propre maison sur ce terrain difficile représentait pour Marcel l'aboutissement de ses réflexions architecturales. Depuis des années, il observait les constructions traditionnelles de la région, capitelles, masets, bergeries, et s'interrogeait sur leurs formes, leurs orientations, leur mode de résistance aux éléments. Une idée avait progressivement germé dans son esprit, et si la forme traditionnellement rectangulaire des habitations n'était pas la plus adaptée aux conditions extrêmes de la montagne cévenole, cette réflexion s'enracinait dans ses observations de la nature environnante. Marcel avait remarqué que les rochers naturels, qui résistèrent le mieux aux assauts du vent et de la météo, étaient ceux dont les formes arrondies offrèrent le moins de prise aux éléments. Les arbres centenaires qui survivaient aux tempêtes étaient ceux dont les troncs massifs et les formes équilibrées répartissaient harmonieusement les contraintes. La nature ne fait jamais de coin droit, se disait-il. Pourquoi les hommes s'obstinent-ils à construire carré? Son projet prit forme définitivement au cours de l'hiver 1986, particulièrement rigoureux dans les Cévennes. Marcel passa des heures à observer comment le vent s'engouffrait dans les angles des bâtiments du village, créant des tourbillons et des zones de surpression qui fragilisaient les structures et augmentaient considérablement les déperditions thermiques.
Il nota minutieusement dans son carnet les températures relevées dans différents types de constructions, les vitesses de vent selon les orientations, les zones de formation de givre et de glace. Ces observations empiriques mais méthodiques le convainquirent qu'une maison de forme circulaire pourrait révolutionner l'habitat de montagne. Sans angle saillant pour accrocher le vent, avec une répartition homogène des contraintes sur tout le périmètre, une telle construction offrirait une résistance optimale aux éléments tout en minimisant les pertes thermiques. Cette intuition géniale, fruit de l'observation patiente et de la connaissance intime du milieu naturel, allait donner naissance à une innovation architecturale remarquable. L'annonce de son projet dans le village provoqua des réactions mitigées. Les anciens, respectueux de son savoir-faire traditionnel, écoutaient ses explications avec intérêt. Les plus jeunes, influencés par les modes architecturales contemporaines, considéraient ce projet comme une lubie d'original. « Marcel devient fou », riait Louis Ferrand, le maire du village. « Qui a jamais vu une maison ronde? Les maisons sont carrées depuis que le monde existe. » Cette incompréhension initiale n'entamait pas la détermination du maçon Cévenol. Le dépôt du permis de construire au printemps 1987 déclencha une véritable polémique administrative. L'architecte des bâtiments de France, chargé de veiller à l'harmonie architecturale de cette région classée, manifesta d'abord une hostilité totale à ce projet fantaisiste qui dénaturait le paysage cévenol traditionnel. Il fallut toute la pugnacité de Marcel, soutenue par quelques érudits locaux passionnés d'architecture vernaculaire, pour obtenir finalement l'autorisation de construire cette maison révolutionnaire. Les premiers coups de pioche furent donnés en juin 1987, sous l'œil goguenard des villageois qui venaient nombreux observer les travaux de cette folie architecturale. Marcel, imperméable aux railleries, commença méthodiquement la construction de sa maison ronde, mettant en œuvre des techniques qu'aucun maçon de la région n'avait jamais expérimentées. Cette aventure architecturale allait bientôt révéler des qualités exceptionnelles qui transformeraient les moqueurs en admirateurs. Paragraphe 2. La conception technique de cette maison circulaire révélait le génie intuitif de Marcel, qui avait résolu par l'observation et l'expérimentation des problèmes que les architectes contemporains abordaient par le calcul théorique. Le diamètre de 12 mètres qu'il avait choisi résultait de savants calculs empiriques, assez grand pour offrir un espace habitable confortable d'environ 110 mètres carrés, assez petit pour maintenir une structure homogène sans point faible. Cette dimension optimale avait été déterminée par des années d'observation des constructions rurales traditionnelles et de leur comportement face aux intempéries. La fondation circulaire, creusée à 80 cm de profondeur pour échapper aux gelées, était constituée d'un lit de pierre calcaire locale soigneusement assemblé selon la technique de la pierre sèche perfectionnée par des générations de bâtisseurs cévenols. Marcel avait sélectionné chaque pierre individuellement dans les carrières abandonnées de la région, privilégiant les blocs aux formes naturellement arrondies qui s'ajustaient parfaitement les uns aux autres sans nécessiter de taille complexe. Cette base solide et drainante garantissait la stabilité de l'ensemble tout en évacuant naturellement l'humidité. L'élévation des murs suivait une technique révolutionnaire que Marcel avait mise au point après de longues réflexions. Contrairement aux constructions circulaires traditionnelles qui utilisent un centre fixe pour tracer le cercle, il avait développé une méthode de construction en spirale progressive où chaque rang de pierres s'appuyait sur le précédent selon un angle très légèrement incliné vers l'intérieur. Cette technique, inspirée de l'observation des coquillages et des colimaçons, conférait à la structure une autostabilité remarquable qui se renforçait avec la hauteur. Les pierres utilisées pour les murs provenaient exclusivement des affleurements schisteux locaux, matériaux traditionnels des Cévennes que Marcel connaissait parfaitement pour l'avoir travaillé toute sa vie. Chaque pierre était taillée et ajustée individuellement selon des angles calculés empiriquement pour maintenir la courbure parfaite du mur. Cette précision artisanale, fruit d'un savoir-faire séculaire adapté à une forme inédite, donnait à la construction une qualité esthétique et technique exceptionnelle qui forçait déjà l'admiration des connaisseurs. L'innovation la plus remarquable concernait la répartition des ouvertures. Marcel avait calculé que dans une maison circulaire, contrairement aux habitations traditionnelles,
Les ouvertures ne devaient pas être disposées selon les points cardinaux classiques, mais selon l'exposition optimale au vent dominant. Il perça donc ses fenêtres et sa porte selon des orientations précises déterminées par ses relevés météorologiques. La porte principale au sud-est pour éviter les vents froids du nord, les fenêtres principales au sud et au sud-ouest pour capter le maximum de lumière et de chaleur solaire. Cette disposition révolutionnaire des ouvertures s'accompagnait d'un système d'aération naturelle ingénieux. Marcel avait aménagé de petites ouvertures hautes disposées régulièrement sur tout le pourtour de la maison, créant un système de ventilation circulaire qui évacuait naturellement l'air vicié, tout en maintenant une température homogène dans l'ensemble du volume habitable. Ce principe, inspiré de l'observation des terriers d'animaux et des constructions troglodytiques de la région, anticipait de plusieurs décennies les recherches sur la ventilation naturelle passive. La toiture représentait le défi technique le plus complexe de cette construction atypique. Marcel opta pour une solution audacieuse, un toit conique en lauze de schiste local, matériau traditionnel des Cévennes, mais disposé selon une technique inédite qu'il baptisa « écaillage en spirale ». Chaque lauze était posée selon un angle légèrement décalé par rapport à la précédente, créant un effet de rotation qui dirigeait naturellement les eaux de pluie vers la périphérie tout en offrant une résistance optimale au vent tourbillonnant. Ce toit conique, culminant à 8 mètres de hauteur, était surmonté d'une cheminée centrale en pierre, dont la forme étudiée créait un effet de tirage naturel remarquable. Marcel avait observé que dans les constructions circulaires, la fumée montait naturellement au centre par effet de convection, créant un tirage plus efficace que dans les cheminées traditionnelles adossées au mur. Cette cheminée centrale, véritable cheminée d'équilibre thermique, contribuait à maintenir une température homogène dans toute la maison. L'aménagement intérieur révélait une réflexion approfondie sur l'optimisation de l'espace circulaire. Marcel avait conçu un plan centrifuge où les différentes fonctions s'organisaient naturellement autour de la cheminée centrale. La cuisine et la salle à manger dans la partie sud, bénéficiant du maximum de lumière, les chambres au nord dans la zone la plus calme, les espaces de stockage à l'est et à l'ouest. Cette disposition naturelle éliminait les couloirs et optimisait chaque mètre carré habitable. L'isolation de cette maison révolutionnaire combinait techniques ancestrales et innovations de Marcel. Entre les deux parements du mur en pierre, il avait ménagé une lame d'air de 10 cm qu'il avait remplie d'un mélange de sa composition: argile locale, paille de seigle hachée, poil de chèvre et cendres de bois. Ce mélange naturel, inspiré des techniques de torchis traditionnelles mais adaptées aux contraintes circulaires, offrait une isolation remarquable tout en permettant aux murs de respirer et de réguler naturellement l'hygrométrie intérieure. Cette conception globale, fruit de l'observation, de l'expérience et de l'intuition géniale d'un artisan traditionnel, anticipait remarquablement les recherches contemporaines sur l'habitat bioclimatique et l'architecture passive. Marcel avait résolu empiriquement des problèmes techniques complexes que les ingénieurs modernes abordent aujourd'hui avec des moyens de calcul sophistiqués, prouvant que la sagesse populaire et le savoir-faire artisanal peuvent égaler, voire dépasser, l'approche purement théorique de l'architecture contemporaine. Paragraphe 3. Les premiers mois de construction attirèrent l'attention de tout le canton, transformant le chantier de Marcel en véritable attraction touristique locale. Chaque dimanche, des dizaines de curieux venaient observer l'avancement de cette maison bizarre qui défrayait la chronique dans tous les villages environnants. Les commentaires fusaient, mélange de scepticisme amusé et d'admiration pour le savoir-faire technique évident du maçon cévenol. « C'est beau comme tout », admettait Marie Boissier, l'institutrice du village. « Mais qui va vouloir habiter dans un moulin ?» Cette comparaison avec les moulins avant locaux revenait souvent dans les conversations. Marcel accueillait ses visiteurs avec la patience bonhomme qui le caractérisait, expliquant inlassablement sa démarche et ses innovations techniques. Il avait installé un petit panneau explicatif à l'entrée du chantier où il détaillait les principes de sa construction. Maison circulaire expérimentale, économie d'énergie par optimisation de la forme, résistance maximale au vent dominant, techniques traditionnelles adaptées. Cette démarche pédagogique révélait son désir de partager ses découvertes
et de faire évoluer les mentalités architecturales locales. L'été 1987 fut marqué par la visite inattendue de Jean-Claude Vigouroux, architecte marseillais en vacances dans la région qui avait entendu parler de cette construction originale. Spécialiste de l'architecture bioclimatique et fervent défenseur des techniques écologiques, Vigouroux fut immédiatement séduit par l'approche de Marcel. « Monsieur Dubois, lui dit-il après avoir minutieusement examiné le chantier, vous êtes en train de redécouvrir empiriquement des principes que nous, architectes modernes, mettons des années à théoriser. Votre intuition vaut tous nos calculs informatiques. » Cette reconnaissance professionnelle eut un impact considérable sur la perception locale du projet. Quand la nouvelle se répandit qu'un architecte diplômé validait les innovations de Marcel, l'opinion du village commença à évoluer. Les moqueries se transformèrent progressivement en respect curieux, puis en fierté locale. Notre Marcel invente l'architecture du futur, se vantait désormais Louis Ferrand, le maire qui avait d'abord ridiculisé le projet. Cette évolution des mentalités illustrait parfaitement comment l'innovation populaire peut être légitimée par la reconnaissance des experts. La construction proprement dite révélait quotidiennement de nouveaux défis techniques que Marcel résolvait avec une créativité remarquable. L'assemblage de pierres selon une courbure parfaite nécessitait une précision millimétrique que facilitait son expérience de tailleur de pierre. Il avait développé des gabarits en bois qu'il fabriquait lui-même pour contrôler la régularité du cercle à chaque rang de pierre. Ces outils artisanaux, véritables compas géants adaptés à la construction, témoignaient de l'ingéniosité pratique du maçon autodidacte. L'approvisionnement en pierre posait également des problèmes inédits. Marcel avait calculé qu'il lui faudrait environ 150 tonnes de schiste local pour mener à bien son projet. Il parcourait la région à la recherche des blocs les mieux adaptés à sa technique, développant au fil des mois un œil expert pour identifier les pierres dont la forme naturelle s'intégrerait parfaitement dans sa construction circulaire. Cette sélection minutieuse, chronophage mais indispensable, révélait le perfectionnisme qui caractérisait son approche artisanale. Le problème le plus complexe concernait la réalisation de l'escalier intérieur menant à la mezzanine qu'il prévoyait d'aménager sous la toiture. Un escalier droit était impensable dans un espace circulaire. Un escalier en colimaçon s'imposait naturellement. Marcel conçut donc un escalier hélicoïdal en pierre qui épousait parfaitement la courbe du mur intérieur, chaque marche étant taillée individuellement selon des angles calculés pour maintenir une pente régulière sur toute la circonférence. Cette prouesse technique, réalisée sans aucun plan préétabli mais selon son seul sens artistique et géométrique, impressionnait tous les visiteurs du chantier. L'automne 1987 vit l'achèvement des murs et le début de la pose de la charpente conique. Marcel avait conçu une structure en châtaignier local, bois traditionnel des Cévennes, réputé pour sa résistance et sa durabilité. Cette charpente, constituée de poutres rayonnantes convergeant vers le sommet selon une géométrie complexe, nécessitait des assemblages d'une précision parfaite. Marcel réalisa tous ces assemblages à la main, utilisant les techniques ancestrales de tenons et mortaises adaptées aux contraintes géométriques de sa construction circulaire. La pose de la couverture en lauzes de schiste constitua le moment le plus spectaculaire du chantier. Marcel avait mis au point sa technique d'écaillage en spirale après de longues expérimentations sur maquette. Chaque lauze était posée selon un angle légèrement décalé qui créait un effet de torsion sur l'ensemble de la toiture. Cette disposition révolutionnaire, jamais expérimentée en Cévennes, offrait une résistance exceptionnelle au vent tourbillonnant tout en dirigeant naturellement les eaux pluviales vers la périphérie sans risque de stagnation. Les derniers travaux de l'année 1987 concernèrent les finitions intérieures et l'aménagement du système de chauffage central. Marcel avait conçu sa cheminée comme un véritable système de chauffage global. La base massive en pierre accumulait la chaleur du foyer central et la redistribuait progressivement dans toute la maison par rayonnement. Il avait également aménagé un réseau de conduits d'air chaud dans l'épaisseur des murs qui permettait de diffuser la chaleur dans toutes les pièces. Ce système de chauffage passif, inspiré des hypocaustes antiques mais adapté aux contraintes modernes, anticipait les recherches contemporaines sur l'optimisation énergétique de l'habitat. En décembre 1987, quand Marcel emménagea enfin dans sa maison révolutionnaire, le village entier était en effervescence. Cette construction atypique,
qui avait suscité tant de curiosité et de scepticisme, était devenu la fierté locale. Mais c'est l'hiver 1987-1988, particulièrement rigoureux dans les Cévennes, qui allait révéler les qualités exceptionnelles de cette innovation architecturale et transformer définitivement les rieurs en admirateurs respectueux. Paragraphe 4. L'hiver 1987-1988 s'annonça comme l'un des plus rudes que les Cévennes aient connus depuis des décennies. Dès le mois de décembre, les températures chutèrent brutalement, atteignant 15 degrés Celsius en janvier, avec des vents du nord soutenus qui balayaient le plateau de Saint-Maurice de Ventalon avec une violence inouïe. Ces conditions météorologiques extrêmes transformèrent le village en véritable laboratoire grandeur nature pour tester la résistance et l'efficacité énergétique de la maison circulaire de Marcel face aux habitations traditionnelles rectangulaires du bourg. Les premiers signes de la supériorité de la construction circulaire se manifestèrent dès les premières tempêtes de décembre. Alors que les maisons traditionnelles du village subissaient des infiltrations d'air glacé par leurs angles et leurs recoins, créant des courants d'air insupportables et des zones froides difficiles à chauffer, la maison de Marcel maintenait une température homogène, remarquable dans toutes ses pièces. Les vents, au lieu de s'engouffrer dans des angles saillants, glissaient naturellement le long des murs courbes sans créer de turbulences ni de zones de surpression. Marie Dubois, l'épouse de Marcel, témoignait avec émerveillement de ce confort thermique exceptionnel. « C'est incroyable. Même quand la tramontane souffle à décorner les bœufs dehors, on n'entend aucun sifflement dans la maison. Il n'y a pas un coin froid, pas un courant d'air. On se croirait protégé dans un cocon. » Cette sensation de protection absolue contrastait dramatiquement avec les plaintes des voisins qui multipliaient les couvertures et augmentaient désespérément leur chauffage pour lutter contre l'invasion du froid extérieur. L'observation la plus spectaculaire concernait la formation de givre et de glace autour des habitations. Chaque matin d'hiver, les villageois découvraient leurs maisons rectangulaires bordées d'accumulations de neige et de glace dans tous les angles où le vent créait des tourbillons et des zones de stagnation. Ces amas glacés, véritables réfrigérateurs naturels collés au mur, augmentaient considérablement les déperditions thermiques et créant des problèmes d'humidité et d'infiltration. La maison circulaire de Marcel, en revanche, restait constamment propre. La neige et la glace ne trouvaient aucune prise sur ses murs courbes et étaient immédiatement balayées par les vents. Cette observation empirique fut confirmée par des mesures précises que Marcel entreprit avec l'aide de Jean-Claude Vigouroux, l'architecte marseillais, qui était revenu spécialement pour étudier le comportement hivernal de cette construction révolutionnaire. Équipé de thermomètres enregistreurs placés à l'intérieur et à l'extérieur de la maison circulaire, ainsi que dans plusieurs habitations traditionnelles du village prises comme référence, ils découvrirent des écarts de performance énergétique stupéfiants. La consommation de bois de chauffage de Marcel était inférieure de 60% à celle de ses voisins habitant des maisons de superficie équivalente. Cette économie extraordinaire s'expliquait par plusieurs facteurs convergents: l'absence de pont thermique dus aux angles, la répartition homogène de la chaleur par la cheminée centrale, l'excellent comportement aérolique des murs courbes et surtout l'effet de masse thermique de la construction en pierre qui accumulait la chaleur le jour pour la restituer la nuit. Les températures intérieures révélaient une stabilité remarquable. Alors que les maisons traditionnelles du village subissaient des variations de 8 à 10 degrés entre le jour et la nuit, malgré un chauffage continu, la maison circulaire ne variait que de 2 à 3 degrés C avec un chauffage minimal. Cette régulation thermique naturelle créait un confort de vie exceptionnel et révélait l'efficacité des principes bioclimatiques que Marcel avait redécouverts intuitivement. L'étude de Vigouroux révéla également un phénomène inattendu: l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Le système de ventilation circulaire naturelle de la maison créait un renouvellement d'air constant sans déperdition thermique excessive. L'air vicié était naturellement évacué par les ouvertures hautes, tandis que l'air frais entrait par les ouvertures basses après avoir été légèrement préchauffé au contact des murs ensoleillés. Cette ventilation passive maintenait un taux d'humidité optimal et évitait les problèmes de condensation qui affectaient la plupart des habitations traditionnelles surchauffées et mal ventilées.
L'impact psychologique de ces révélations sur la population locale fut considérable. Les habitants de Saint-Maurice de Ventalon, qui avaient d'abord considéré Marcel comme un original sympathique mais naïf, réalisaient progressivement qu'il avait résolu empiriquement des problèmes que leurs ancêtres subissaient depuis des générations. Dire qu'on s'est gelé tout l'hiver pendant que Marcel vivait comme un coq en pâte dans sa maison ronde, s'exclamait Pierre Fabre, le boulanger du village qui dépensait une fortune en combustible pour chauffer sa maison traditionnelle du XVIIIe siècle. Cette prise de conscience déclencha une véritable révolution des mentalités architecturales dans la région. Les jeunes du village qui projetaient de construire commencèrent à s'intéresser aux innovations de Marcel et à remettre en question la suprématie des constructions rectangulaires traditionnelles. Pourquoi construire carré quand on peut construire rond et vivre mieux? Résumait avec bon sens Julien Boissier, fils de l'institutrice, qui préparait ses plans de construction pour l'année suivante. L'hiver révéla également d'autres avantages inattendus de la forme circulaire. L'absence d'angle mort facilitait considérablement l'entretien et le nettoyage. La neige ne s'accumulait nulle part, évitant les problèmes de surcharge sur la toiture. Les eaux pluviales s'évacuaient naturellement, sans créer de zones de stagnation propices aux infiltrations. Même l'éclairage naturel était optimisé. La forme circulaire et la disposition judicieuse des ouvertures permettèrent de capter la lumière sous tous les angles tout au long de la journée, réduisant considérablement les besoins en éclairage artificiel. Ces multiples avantages, révélés par l'épreuve de l'hiver, transformèrent définitivement la perception de l'innovation de Marcel. La folie était devenue sagesse. La lubie d'original s'était muée en génie architectural. Cette reconnaissance tardive mais complète allait bientôt dépasser les frontières du petit village cévenol pour influencer l'architecture écologique moderne et inspirer une nouvelle génération de constructeurs soucieux d'harmonie avec l'environnement. Paragraphe 5. Le printemps 1988 marqua un tournant décisif dans la reconnaissance du génie architectural de Marcel Dubois. La nouvelle des performances exceptionnelles de sa maison circulaire s'était rapidement répandue dans toute la région Languedoc-Roussillon, attirant l'attention des médias spécialisés et des milieux académiques. Le premier reportage télévisé, diffusé sur FR3 Montpellier en mars 1988, présentait Marcel comme l'innovateur cévenol qui révolutionne l'habitat de montagne, et attira l'attention de milliers de téléspectateurs passionnés d'architecture écologique et d'innovations énergétiques. Cette médiatisation déclencha un phénomène inattendu. Des architectes, des ingénieurs, des étudiants en construction, mais aussi de simples particuliers curieux d'innovation, affluèrent vers Saint-Maurice de Ventalon pour visiter cette maison révolutionnaire et rencontrer son concepteur. Marcel, d'abord débordé par cet intérêt soudain, organisa, avec l'aide de sa femme, des visites guidées hebdomadaires où il expliquait patiemment sa démarche, ses innovations techniques et les résultats obtenus pendant l'hiver. Ces visites révélaient progressivement l'ampleur des découvertes de Marcel. Au-delà des performances thermiques exceptionnelles, sa maison présentait des qualités acoustiques remarquables que l'hiver avait permis de tester. L'absence d'angle et la forme circulaire créaient une acoustique naturelle, qui amplifiait agréablement les sons intérieurs tout en filtrant efficacement les bruits extérieurs. On entend le chant des oiseaux le matin comme dans une cathédrale, expliquait Marcel, mais le bruit du vent et de la pluie reste doux et apaisant. L'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier sollicita Marcel pour une série de conférences destinées aux étudiants et aux professionnels. Ces interventions, d'abord redoutées par le maçon autodidacte qui craignait de ne pas avoir le niveau théorique suffisant, se transformèrent en véritables événements pédagogiques. Marcel y exposait sa méthode empirique, ses observations de la nature, ses expérimentations techniques, offrant aux futurs architectes une approche pragmatique et intuitive qui contrastait rafraîchissement avec l'enseignement théorique classique. Monsieur Dubois nous enseigne ce qu'aucun manuel ne peut transmettre, déclarait le professeur Antoine Marseille, directeur du département architecture bioclimatique. Il nous montre comment l'observation patiente de l'environnement et la connaissance intime des matériaux traditionnels peuvent conduire à des innovations plus pertinentes que tous nos calculs informatiques sophistiqués. Cette reconnaissance académique légitimait définitivement l'approche artisanale de Marcel et influençait progressivement l'enseignement architectural français.
L'été 1988 vit la création du premier stage d'architecture circulaire organisé conjointement par Marcel et l'École d'architecture de Montpellier. Pendant une semaine, une dizaine d'architectes et d'ingénieurs vinrent s'initier aux techniques de construction circulaire en pierre sèche sous la direction du maître Sévenol. Ces stages, qui se renouvelèrent chaque année par la suite, diffusèrent progressivement les innovations de Marcel dans toute la France et influencèrent une génération de professionnels séduits par cette approche écologique et énergétiquement efficace. La notoriété croissante de Marcel attira également l'attention des chercheurs spécialisés en énergétique du bâtiment. Une équipe du CNRS dirigée par le Dr Catherine Morel entreprit une étude scientifique complète de la maison circulaire pour quantifier précisément ses performances et comprendre les phénomènes physiques qui les expliquaient. Cette recherche, financée par l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, allait valider scientifiquement les intuitions géniales du maçon autodidacte. Les résultats de cette étude, publiée en 1989, révélèrent des performances énergétiques exceptionnelles qui dépassaient même les estimations optimistes. La maison circulaire consommait 65% d'énergie de chauffage en moins qu'une maison traditionnelle équivalente, tout en maintenant un confort thermique supérieur. Le coefficient de déperdition thermique était inférieur de 40% à celui des constructions rectangulaires classiques, grâce à l'optimisation de la forme qui minimisait la surface de contact avec l'extérieur pour un volume donné. L'étude révéla également des phénomènes aérodynamiques subtils que Marcel avait intuitivement exploités sans les analyser théoriquement. Les murs courbes créaient des écoulements d'air laminaires qui évitaient les zones de turbulence responsables des déperditions thermiques par convection. La toiture conique dirigeait naturellement les vents vers le sommet, créant un effet de cheminée qui optimisait la ventilation naturelle sans perte de chaleur excessive. Ces validations scientifiques encouragèrent les premiers imitateurs. Dès 1989, 3 maisons inspirées des innovations de Marcel furent construites dans les Cévennes, puis d'autres dans les Alpes et les Pyrénées. Chaque réalisation apportait des variantes et des améliorations, créant progressivement une école française de l'architecture circulaire qui rayonnait dans toute l'Europe et influençait les recherches sur l'habitat écologique. L'impact économique de cette innovation commença également à se faire sentir. Les économies d'énergie réalisées par les propriétaires de maisons circulaires attirèrent l'attention des pouvoirs publics soucieux de réduire la consommation énergétique du secteur résidentiel. Des subventions spéciales furent créées pour encourager ce type de construction, reconnaissant officiellement l'intérêt public de ces innovations architecturales. Marcel lui-même bénéficia de cette reconnaissance croissante. Sollicité comme consultant pour de nombreux projets, il créa en 1989 un bureau d'études spécialisé dans l'architecture circulaire traditionnelle. Cette entreprise, qui employait bientôt une dizaine de personnes, diffusait les techniques mises au point par le maître Sévenol, tout en les adaptant aux contraintes contemporaines et aux différents climats régionaux. Cette évolution transformait le maçon autodidacte en véritable entrepreneur de l'innovation architecturale. Cependant, Marcel restait fidèle à ses principes. Observation de la nature, respect des traditions locales, utilisation de matériaux naturels, recherche de l'harmonie avec l'environnement. Ces valeurs, qui avaient guidé sa première réalisation, continuaient d'inspirer toutes ses créations et influençaient progressivement une nouvelle conception de l'architecture, plus respectueuse de l'environnement et plus attentive au bien-être des habitants. Paragraphe 6. L'année 1990 marqua un tournant international dans la reconnaissance du génie architectural de Marcel Dubois. L'architecte allemand Klaus Zimmermann, spécialiste de l'habitat écologique et pionnier du mouvement Beau-biologie, découvrit les innovations du maçon Sévenol lors d'un voyage d'études en France. Fasciné par cette approche empirique qui rejoignait ses propres recherches théoriques sur l'habitat sain, Zimmermann invita Marcel à présenter ses techniques lors du Congrès international d'architecture écologique qui se tenait à Munich en octobre 1990. Cette première sortie à l'étranger révéla à Marcel l'ampleur de l'intérêt suscité par ces innovations dans toute l'Europe. Sa présentation, traduite simultanément en allemand et en anglais, captiva un auditoire de 500 architectes, ingénieurs et chercheurs venus de 20 pays. M. Dubois nous démontre
déclarait en conclusion le professeur Zimmermann que l'innovation la plus pertinente naît souvent de l'alliance entre la sagesse traditionnelle et l'observation patiente de la nature. Son approche empirique nous enseigne l'humilité face aux leçons de l'environnement. Cette reconnaissance internationale déclencha une série d'invitations dans toute l'Europe. Marcel se retrouva consultant pour des projets d'habitat écologique en Allemagne, en Suisse, en Autriche, adaptant ses techniques aux différents climats et aux matériaux locaux. Chaque nouvelle réalisation enrichissait son expérience et affinait sa compréhension des phénomènes physiques qu'il avait découverts intuitivement. Cette confrontation avec des contextes variés révélait la universalité des principes qu'il avait mis en évidence. En Bavière, il conçut sa première maison circulaire adaptée au climat continental rigoureux, utilisant le granit local et développant un système de chauffage par hypocauste modernisé qui exploitait l'inertie thermique de la construction massive. En Suisse, il expérimenta l'intégration de l'énergie solaire passive dans sa conception circulaire, orientant savamment les ouvertures pour optimiser les apports caloriques hivernaux tout en évitant les surchauffes estivales. Ces expériences internationales enrichirent considérablement les techniques de Marcel, qui développa progressivement une véritable méthode du bois applicable à tous les climats tempérés. Cette méthode combinait systématiquement plusieurs principes fondamentaux. Forme circulaire pour minimiser les déperditions et optimiser l'aérodynamisme, matériaux locaux pour assurer l'intégration paysagère et réduire l'impact environnemental, masse thermique importante pour la régulation naturelle, ventilation circulaire passive pour la qualité de l'air intérieur. L'influence de Marcel commença également à se faire sentir dans l'enseignement architectural européen. Plusieurs écoles d'architecture intégrèrent ces principes dans leur cursus, créant même des options spécialisées en architecture vernaculaire innovante. L'École polytechnique fédérale de Zurich créa en 1991 une chaire d'architecture bioclimatique traditionnelle dont Marcel fut nommé professeur associé, reconnaissance académique exceptionnelle pour un autodidacte sans formation universitaire classique. Cette évolution n'était pas sans créer quelques difficultés pour le maçon Sevenol, homme simple habitué au travail manuel et au contact direct avec la matière. Les conférences internationales, les articles scientifiques, les collaborations avec des ingénieurs sophistiqués l'éloignaient progressivement de son environnement naturel et de ses racines artisanales. « J'ai parfois l'impression de ne plus reconnaître mon propre travail », confiait-il à sa femme. « Il transforme mes petites découvertes en théories compliquées que je ne comprends plus moi-même. » Heureusement, l'enracinement local de Marcel restait fort. Chaque été, il revenait dans ses Cévennes natales pour encadrer ses stages d'architecture circulaire traditionnelle, retrouvant le contact direct avec la pierre, l'observation de la nature, la transmission artisanale qui constituait l'essence de sa démarche. Ses retours aux sources lui permettaient de maintenir l'authenticité de son approche malgré la sophistication croissante de ses applications internationales. L'évolution la plus remarquable concernait l'impact de ces innovations sur l'architecture contemporaine. De nombreux architectes célèbres commençaient à intégrer des éléments circulaires dans leur création, reconnaissant l'efficacité énergétique et esthétique de cette forme. Norman Foster expérimenta les toitures coniques dans plusieurs de ses réalisations. Tadao Ando développa des jeux de courbes inspirés des observations de Marcel. Même Renzo Piano reconnut l'influence des principes aérodynamiques découverts par le maçon Sevenol. Cette influence sur la grande architecture contemporaine révélait le potentiel révolutionnaire des découvertes de Marcel. Ces innovations, nées de l'observation empirique et de la tradition artisanale, rejoignaient, et souvent dépassaient, les recherches les plus sophistiquées de l'architecture high-tech. Cette convergence entre tradition et modernité illustrait parfaitement la pertinence d'une approche qui réconciliait sagesse ancestrale et innovation contemporaine. L'impact écologique des réalisations inspirées par Marcel commençait également à se quantifier. Une étude européenne coordonnée par la Commission de Bruxelles révéla que les habitations circulaires construites selon ces principes réduisaient en moyenne de 50% leur consommation énergétique par rapport aux constructions conventionnelles équivalentes. Cette performance exceptionnelle contribuait significativement aux objectifs européens de réduction des émissions de CO2 et de développement durable. En 1992, Marcel reçut le Prix européen de l'innovation architecturale écologique,
reconnaissance suprême, qui consacrait définitivement son génie créateur. Lors de la cérémonie de remise du prix à Strasbourg, devant les représentants de tous les pays européens, il déclara avec l'humilité qui le caractérisait « Je n'ai fait que regarder ce que me montraient les pierres de mes Cévennes et écouter ce que me chuchotait le vent de mes montagnes. L'architecture du futur ne naîtra pas dans les bureaux d'études, mais dans l'observation patiente de la nature et le respect des traditions qui ont fait leurs preuves. » Cette déclaration, applaudie longuement par l'Assemblée, résumait parfaitement la philosophie de Marcel et inspirait une nouvelle génération d'architectes soucieux de réconcilier progrès technique et sagesse traditionnelle, innovation et respect de l'environnement. L'influence du maçon Cévenol dépassait désormais largement le domaine architectural pour toucher à une conception plus générale du rapport entre l'homme et son environnement. Paragraphe 7. L'entrée dans les années 1990 coïncidait avec l'émergence des préoccupations écologiques dans l'opinion publique européenne et mondiale. Les innovations de Marcel Dubois, qui avait initialement relevé de l'intuition artisanale et de la recherche d'efficacité énergétique personnelle, se trouvaient soudain propulsées au cœur des débats sur le développement durable et l'architecture responsable. Cette synchronisation historique entre ces découvertes empiriques et l'évolution des mentalités collectives amplifiait considérablement l'impact de son travail et transformait le maçon Cévenol en précurseur involontaire de l'architecture écologique moderne. La médiatisation croissante de ces réalisations attira l'attention des plus grands médias internationaux. Le magazine américain Architectural Digest lui consacra un dossier de 10 pages en 1993, présentant Marcel comme le génie français qui révolutionne l'habitat écologique. La BBC produisit un documentaire de 52 minutes intitulé « The Roundhouse Revolution », qui fut diffusé dans plus de 50 pays. Cette exposition médiatique mondiale transformait le modeste artisan en véritable star de l'architecture alternative. Cette notoriété s'accompagnait d'une demande croissante pour ses services de consultant, mais aussi d'une inflation des prix et d'une commercialisation parfois excessive de ces innovations. Marcel assistait avec un mélange d'amusement et d'inquiétude à la multiplication des maisons du bois, réalisation souvent approximative, qui utilisait son nom sans respecter l'esprit de sa démarche. « Ils construiseront parce que c'est à la mode », déplorait-il, mais ils oublient l'essentiel, l'observation de l'environnement et l'adaptation aux conditions locales. Pour préserver l'authenticité de son approche, Marcel décida en 1994 de créer une école internationale d'architecture circulaire traditionnelle installée dans les anciens bâtiments d'une ferme Cévenol qu'il avait rachetée et restaurée selon ses principes. Cette école, qui accueillait chaque année une cinquantaine d'étudiants du monde entier, dispensait un enseignement unique combinant formation théorique et pratique artisanale, observation de la nature et expérimentation technique. Le programme pédagogique de cette école révolutionnaire s'étalait sur 6 mois et combinait plusieurs approches complémentaires. Les étudiants passaient d'abord 1 mois à observer minutieusement l'environnement cévenol, relevés météorologiques, études de la flore et de la faune, analyse des sols, observation des phénomènes naturels. Ce travail d'observation, inspiré de la méthode de Marcel lui-même, développait chez les futurs architectes une sensibilité écologique indispensable à la conception d'habitats harmonieux. La formation technique occupait 2 mois complets, apprentissage des techniques de taille de pierre, maîtrise de la construction en pierre sèche, initiation aux principes de l'aérodynamisme appliqué à l'architecture, étude des phénomènes thermiques naturels. Cette formation pratique, encadrée par Marcel et ses meilleurs disciples, transmettait des savoir-faire artisanaux millénaires adaptés aux exigences contemporaines. Les étudiants apprenaient à sentir la pierre, à comprendre le vent, à dialoguer avec l'environnement. Les 3 derniers mois étaient consacrés à la réalisation d'un projet personnel, conception et construction d'une habitation circulaire adaptée au climat d'origine de chaque étudiant. Ces projets, supervisés par Marcel et validés par un jury international, constituaient de véritables laboratoires d'expérimentation qui enrichissaient constamment les techniques de l'école. Chaque promotion apportait ainsi sa contribution à l'évolution de la méthode Dubois et à son adaptation à de nouveaux contextes géographiques et climatiques.
Cette école attirait des profils d'étudiants particulièrement variés. Architectes diplômés en quête d'alternatives écologiques, artisans traditionnels désireux de moderniser leurs techniques, ingénieurs séduits par l'efficacité énergétique de l'approche circulaire, mais aussi artistes, philosophes, écologistes, militants pour un habitat plus respectueux de l'environnement. Cette diversité créait une émulation intellectuelle remarquable qui enrichissait la réflexion commune sur l'avenir de l'architecture. Les diplômés de l'école de Marcel essaimaient ensuite dans le monde entier, adaptant ses principes aux conditions locales les plus diverses. L'un créait des maisons circulaires en adobe au Mexique, un autre expérimentait la construction en bambou en Asie du Sud-Est, un troisième développait l'habitat circulaire en bois dans les forêts scandinaves. Cette dissémination mondiale révélait l'universalité des principes découverts par le maçon Sevenol et leur capacité d'adaptation à tous les climats et à tous les matériaux. L'impact scientifique de cette école était également considérable. Les mémoires de fin d'études, publiés dans une revue spécialisée, créée spécialement, enrichissaient constamment la connaissance théorique des phénomènes que Marcel avait découverts empiriquement. Des recherches approfondies sur l'aérodynamisme des formes circulaires, sur l'optimisation thermique des masses de pierre, sur les phénomènes de convection naturelle dans les espaces circulaires, apportaient une validation scientifique rigoureuse aux intuitions géniales de l'inventeur. Cette production scientifique influençait en retour les curricula des grandes écoles d'architecture mondiale, Harvard, le MIT, l'École polytechnique de Zurich, l'École des beaux-arts de Paris intégrait progressivement les principes du bois dans leurs enseignements. Cette reconnaissance académique internationale consacrait définitivement l'importance de la révolution architecturale initiée par un simple maçon Sevenol qui avait osé remettre en question des siècles de tradition constructive. L'influence de Marcel dépassait maintenant largement le domaine architectural pour inspirer une réflexion plus générale sur les rapports entre tradition et innovation, entre savoir populaire et sciences académiques, entre observation empirique et recherche théorique. Son exemple démontrait que les innovations les plus révolutionnaires peuvent naître de la rencontre entre l'humilité artisanale et l'audace créatrice, entre le respect des traditions et l'ouverture au changement. Paragraphe 8. Le milieu des années 1990 marqua l'apogée de la reconnaissance internationale de Marcel Dubois, mais aussi le début d'une réflexion personnelle profonde sur l'évolution de son héritage et l'avenir de ses innovations. À 60 ans, le maçon Sevenol contemplait avec un mélange de fierté et d'inquiétude la diffusion mondiale de ses techniques, constatant parfois avec amertume que la commercialisation excessive déformait l'esprit original de sa démarche. Cette prise de conscience l'amena à repenser son rôle et à s'interroger sur les moyens de préserver l'authenticité de son message dans un monde de plus en plus standardisé. L'affluence croissante de visiteurs à Saint-Maurice-de-Ventalon transformait progressivement le paisible village Sevenol en destination touristique spécialisée. Chaque week-end, des cars entiers d'architectes, d'étudiants, de curieux venaient admirer la fameuse maison ronde et rencontrer son créateur. Cette célébrité, flatteuse au début, devenait progressivement pesante pour Marcel qui voyait son intimité familiale envahie et son environnement naturel dégradé par cette fréquentation excessive. Plus préoccupante encore, la multiplication des imitations approximatives de sa maison dans toute l'Europe révélait une incompréhension fondamentale de ses principes. De nombreux constructeurs réalisaient des maisons circulaires, qui ne respectaient ni l'adaptation au climat local, ni l'utilisation de matériaux traditionnels, ni l'observation préalable de l'environnement. Ces pastiches, souvent coûteux et inefficaces, discréditaient progressivement l'approche authentique de Marcel et créaient une confusion dommageable dans l'opinion publique. Face à ces dérives, Marcel entreprit en 1996 une vaste campagne de sensibilisation pour rappeler les fondements de sa philosophie architecturale. Il publia son premier livre, L'architecture du bon sens, ouvrage accessible au grand public qui expliquait simplement ses principes et mettait en garde contre les contrefaçons commerciales de son approche. Ce livre, traduit en 15 langues, connut un succès international et contribua à clarifier les malentendus sur ses innovations. L'architecture ne consiste pas à copier des formes.
écrivait-il en préambule, mais à comprendre les raisons qui ont motivé ces formes. Ma maison est ronde parce que mon terrain et mon climat l'exigeaient. Construire rond ailleurs sans observer d'abord l'environnement, c'est aussi stupide que de construire carré chez moi sans se poser de questions. Cette mise en garde contre l'imitation aveugle révélait sa maturité intellectuelle et sa préoccupation de préserver l'esprit critique chez ses disciples. L'évolution de son école internationale reflétait cette préoccupation. Marcel modifia profondément le programme pédagogique pour insister davantage sur la méthode d'observation et d'analyse que sur les techniques particulières qu'il avait développées. « Je ne veux pas former des clones qui construiraient partout des maisons identiques à la mienne », expliquait-il aux nouveaux enseignants, mais des observateurs capables de redécouvrir chez eux ce que j'ai découvert chez moi. Cette évolution pédagogique porta rapidement ses fruits. Les nouvelles promotions d'étudiants développèrent des approches plus originales et mieux adaptées à leur contexte spécifique. L'un inventait des maisons semi-enterrées pour les climats désertiques, un autre expérimentait les toitures végétales pour les régions pluvieuses, un troisième développait l'habitat sur pilotis pour les zones inondables. Cette diversification révélait que l'enseignement de Marcel avait atteint son objectif, transmettre une méthode plutôt qu'imposer des solutions. L'impact de cette approche renouvelée dépassait largement le domaine de l'architecture circulaire, pour influencer l'ensemble de la conception architecturale contemporaine. De nombreux architectes célèbres reconnaissaient désormais l'influence de la méthode du bois sur leur travail, même quand leur réalisation ne présentait aucune forme circulaire. L'observation préalable de l'environnement, l'adaptation aux conditions climatiques locales, l'utilisation de matériaux régionaux devenaient des préoccupations centrales de l'architecture contemporaine. Cette influence méthodologique révélait la portée véritable de l'innovation de Marcel. Au-delà des techniques particulières qu'il avait développées, c'était une philosophie générale de l'architecture qu'il avait réintroduite. Cette philosophie, qui réconciliait tradition et innovation, observation et expérimentation, humilité et audace, inspirait une nouvelle génération d'architectes soucieux de réconcilier leur création avec l'environnement naturel et les besoins humains authentiques. L'année 1997 fut marquée par la création de la Fondation internationale Marcel Dubois pour l'architecture écologique, organisation à but non lucratif destinée à préserver et diffuser l'héritage intellectuel du maître Cévenol. Cette fondation, soutenue par de nombreuses personnalités du monde architectural international, avait pour mission de lutter contre la commercialisation excessive des innovations de Marcel et de maintenir l'authenticité de son enseignement. La Fondation développa un système de labellisation pour les réalisations respectant véritablement les principes de Marcel, observation préalable de l'environnement, adaptation aux conditions locales, utilisation de matériaux régionaux, recherche d'efficacité énergétique naturelle, respect de l'esthétique traditionnelle. Ce label, rapidement reconnu par les professionnels, permettait de distinguer les réalisations authentiques des imitations commerciales et guidait les particuliers désireux de construire selon les vrais principes de l'école Dubois. Cette institutionnalisation de son héritage satisfaisait Marcel, qui y voyait un moyen de préserver l'authenticité de son message au-delà de sa propre disparition. Cependant, elle révélait aussi l'ampleur de la transformation qu'avait subie sa vie. Le simple maçon qui voulait juste construire une maison confortable était devenu malgré lui une figure internationale de l'architecture écologique, responsable d'un héritage intellectuel qui dépassait largement ses ambitions initiales. Cette évolution n'était pas sans créer quelque mélancolie chez cet homme simple qui avait toujours préféré l'action à la théorisation, la pratique artisanale au discours sophistiqué. « J'ai l'impression d'être devenu prisonnier de ma propre réussite », confiait-il parfois à ses proches. Tout ce que je voulais, c'était habiter chaud l'hiver. Je n'imaginais pas que cela deviendrait une révolution architecturale mondiale. Paragraphe 9. L'aube du troisième millénaire trouvait Marcel Dubois, désormais âgé de 67 ans, dans une position paradoxale. Reconnu mondialement comme l'un des pionniers de l'architecture écologique moderne, il aspirait de plus en plus à retrouver la simplicité et la tranquillité qui avaient caractérisé ses premières années. Cette tension entre reconnaissance publique et désir d'intimité l'amena à prendre en 2001 une décision qui surprit le monde architectural.
il annonça sa retraite progressive et la fermeture de son école internationale, souhaitant consacrer ses dernières années actives à la transmission directe de son savoir auprès des artisans locaux et des jeunes Cévenols désireux d'apprendre les techniques traditionnelles. Cette décision, motivée par le désir de revenir aux sources de sa démarche, s'accompagnait d'un projet ambitieux, la création d'un conservatoire vivant des techniques de construction circulaire traditionnelles, implanté directement dans son village natal. Ce conservatoire, à la différence de son école internationale qui accueillait des étudiants du monde entier, se concentrait sur la formation d'artisans locaux, capables de perpétuer et d'adapter ces innovations aux spécificités de chaque micro-région française. L'initiative rencontrait un écho enthousiaste auprès des jeunes ruraux de la région qui, après des années d'exode vers les villes, redécouvraient les attraits de l'artisanat traditionnel et de la construction écologique. Pierre Fabre, fils du boulanger du village, abandonna ses études d'ingénieur pour devenir le premier apprenti officiel de Marcel dans cette nouvelle phase de transmission. « Monsieur Dubois m'a fait comprendre, » expliquait le jeune homme, que l'innovation la plus moderne peut naître de la tradition la plus ancienne. C'est cela que je veux apprendre. Or, cette transmission directe révélait des aspects de la méthode de Marcel que l'enseignement institutionnel n'avait pas pu saisir. La gestuelle du maçon, son rapport tactile avec la pierre, sa capacité à sentir les contraintes et les équilibres ne se transmettaient que par l'apprentissage compagnonique traditionnel. Ces subtilités, invisibles dans les manuels et les conférences, constituaient pourtant l'essence même du génie artisanal qui avait permis les innovations révolutionnaires du maître Cévenol. Les premières réalisations de ces nouveaux apprentis révélaient une évolution intéressante de la méthode Dubois. Chaque jeune artisan apportait sa sensibilité personnelle et ses observations spécifiques, créant des variantes originales qui enrichissaient constamment l'héritage technique de Marcel. L'un développait des techniques d'isolation acoustique naturelle, un autre perfectionnait l'intégration paysagère des constructions circulaires. Un troisième expérimentait l'adaptation au terrain en pente. Cette évolution créative satisfaisait pleinement Marcel, qui y voyait la preuve que sa démarche avait effectivement libéré la créativité artisanale plutôt que d'imposer des dogmes rigides. « Mes apprentis me dépassent déjà », observait-il avec fierté, et c'est exactement ce que je souhaitais. Ils ont compris que mes techniques ne sont qu'un point de départ, pas un point d'arrivée. L'innovation continue. L'impact de ce retour aux sources dépassa rapidement les frontières des Cévennes pour influencer l'ensemble du mouvement de l'architecture écologique française. De nombreuses régions créèrent leur propre conservatoire de techniques traditionnelles, inspirées par l'exemple de Marcel mais adaptées aux spécificités locales. Construction en terre crue en Provence, technique de chaume en Normandie, architecture de montagne dans les Alpes. Cette renaissance de l'artisanat architectural traditionnel renouvelait profondément le paysage de la construction française. Les pouvoirs publics, sensibles à cette évolution, créèrent en 2003 un Plan national de développement de l'architecture écologique traditionnelle qui reconnaissait officiellement l'importance des innovations de Marcel et de ses disciples. Ce plan prévoyait des subventions pour la formation d'artisans spécialisés, des incitations fiscales pour les constructions respectant les principes de l'architecture bioclimatique traditionnelle et surtout la création d'un réseau national de conservatoires techniques placé sous le parrainage symbolique de Marcel Dubois. Cette reconnaissance officielle couronnait une carrière exceptionnelle qui avait transformé un simple questionnement personnel, comment construire une maison confortable dans un environnement difficile, en révolution architecturale d'ampleur internationale. Le parcours de Marcel illustrait parfaitement comment l'innovation authentique naît de l'observation patiente, de l'expérimentation humble et de l'audace de remettre en question les conventions établies. L'héritage de Marcel se mesurait désormais non seulement en nombre de maisons construites selon ses principes, plusieurs milliers dans le monde entier, mais surtout en transformation des mentalités architecturales. Sa démarche avait réhabilité l'observation empirique face au calcul théorique, la tradition artisanale face à l'innovation technologique, l'adaptation environnementale face à la standardisation industrielle. Ces valeurs, redécouvertes grâce à son exemple, inspiraient une nouvelle génération d'architectes soucieux de réconcilier modernité et tradition.
En 2005, à l'âge de 72 ans, Marcel reçut la plus haute distinction française dans le domaine architectural, le Grand Prix national de l'architecture, qui récompensait l'ensemble d'une œuvre qui a révolutionné la conception de l'habitat écologique et inspiré un renouveau de l'architecture vernaculaire contemporaine. Cette consécration suprême, remise par le ministre de la Culture dans les salons de l'Élysée, marquait la reconnaissance officielle du génie d'un homme qui avait commencé sa révolution architecturale dans l'incompréhension générale de ses voisins. Lors de cette cérémonie solennelle, Marcel prononça un discours qui résumait parfaitement sa philosophie. « Messieurs les architectes, mesdames et messieurs les responsables, je vous remercie pour cet honneur qui me dépasse. Mais permettez-moi de rappeler que je n'ai rien inventé. J'ai simplement regardé ce que me montraient les pierres de mes Cévennes, écouté ce que me chuchotait le vent de mes montagnes et appliqué ce que me transmettaient mes ancêtres maçons. L'architecture du futur ne naîtra pas dans vos bureaux sophistiqués, mais dans cette réconciliation entre l'observation de la nature et la sagesse des traditions. C'est cela, le vrai génie architectural. Ce message, applaudi longuement par l'Assemblée des plus grands architectes français, marquait l'aboutissement d'une carrière exceptionnelle et ouvrait la voie aux générations futures pour continuer l'œuvre de rénovation de l'architecture entreprise par ce maçon génial qui avait révolutionné l'art de construire en redécouvrant les secrets de la nature et de la tradition. Paragraphe 10. Aujourd'hui, près de 40 ans après la construction de la première maison circulaire de Marcel Dubois, l'héritage de ce maçon génial continue d'inspirer et de révolutionner l'architecture mondiale. En 2024, à l'âge de 91 ans, Marcel vit toujours dans sa maison révolutionnaire de Saint-Maurice-de-Ventalon, entouré de sa famille et de ses derniers apprentis. Cette maison, devenue monument historique en 2010, conserve intactes ses qualités thermiques exceptionnelles et témoigne chaque jour de la pertinence visionnaire de son concepteur. La révolution architecturale initiée par Marcel a largement dépassé ses ambitions originelles pour influencer l'ensemble de la construction contemporaine. Les principes qu'il a redécouverts empiriquement, optimisation de la forme pour l'efficacité énergétique, adaptation aux conditions climatiques locales, utilisation de matériaux régionaux, intégration harmonieuse dans l'environnement, sont devenus les fondements de l'architecture durable moderne et inspirent aujourd'hui les plus grands bureaux d'architectes internationaux. Les techniques de construction circulaire développées par Marcel et ses disciples sont maintenant enseignées dans les plus prestigieuses écoles d'architecture mondiale. Harvard, le MIT, l'École polytechnique de Zurich, les Beaux-Arts de Paris ont intégré la méthode Dubois dans leur cursus obligatoire. Cette reconnaissance académique internationale consacre définitivement l'importance de la contribution du maçon Cévenol à l'évolution de l'art architectural contemporain. L'impact écologique de ces innovations se révèle aujourd'hui crucial face aux défis du changement climatique. Les milliers de maisons construites, selon ces principes dans le monde entier, économisent collectivement des quantités considérables d'énergie et réduisent significativement les émissions de CO2 du secteur résidentiel. Cette contribution concrète à la lutte contre le réchauffement climatique donne une actualité brûlante aux découvertes du pionnier français. La Fondation Marcel Dubois, dirigée aujourd'hui par ses anciens apprentis, continue de veiller à l'authenticité de la transmission de son héritage. Elle a créé un réseau mondial de centres de formation qui perpétue l'esprit de sa démarche: observation de l'environnement, respect des traditions locales, innovation par l'expérimentation artisanale. Ces centres, implantés sur tous les continents, adaptent les principes du maître aux conditions climatiques et culturelles les plus diverses. L'exemple de Marcel continue d'inspirer de jeunes architectes du monde entier qui viennent en pèlerinage visiter sa maison originelle et rencontrer celui qu'ils considèrent comme le père de l'architecture écologique moderne. Ces visites, limitées pour préserver la tranquillité du vieil homme, maintiennent vivante la transmission directe d'un savoir qui ne saurait se réduire aux manuels et aux théories. Le village de Saint-Maurice-de-Ventalon est devenu un véritable laboratoire de l'architecture écologique où une dizaine de maisons construites selon les principes de Marcel témoignent de l'évolution et de l'adaptation de ces techniques. Ces réalisations, étalées sur 40 ans, illustrent
parfaitement comment l'innovation véritable se nourrit de l'expérience et s'enrichit constamment par l'observation et l'expérimentation. L'influence de Marcel dépasse aujourd'hui largement le domaine architectural pour toucher à une philosophie générale du rapport entre l'homme et son environnement. Son exemple démontre que l'innovation la plus pertinente naît souvent de l'humilité face à la nature, de l'observation patiente des phénomènes naturels et de la volonté de réconcilier tradition et modernité. Cette leçon de sagesse résonne avec une actualité particulière dans notre époque de transition écologique. Les jeunes générations d'architectes, confrontées aux défis du réchauffement climatique et de la raréfaction des ressources, redécouvrent avec passion l'enseignement de Marcel Dubois. Sa démarche, qui réconcilie efficacité énergétique et beauté esthétique, innovation technique et respect des traditions, offre des perspectives d'avenir pour une architecture véritablement durable et harmonieuse. L'histoire de Marcel Dubois nous enseigne que les solutions les plus révolutionnaires sont souvent les plus simples, que l'innovation authentique naît de l'observation humble plutôt que de la théorisation sophistiquée, et que le génie véritable consiste à redécouvrir les leçons éternelles de la nature et de la tradition. Cette leçon, plus actuelle que jamais, continue d'inspirer tous ceux qui rêvent d'un monde où l'habitat humain s'épanouirait en harmonie avec l'environnement naturel. Quand les voisins de Marcel ont cessé de rire face à sa maison ronde, ils ont découvert bien plus qu'une innovation architecturale. Ils ont entrevu les prémices d'une révolution qui réconcilie l'homme avec la nature, la modernité avec la tradition, l'efficacité technique avec la beauté esthétique. Cette révolution, née de l'intuition géniale d'un simple maçon cévenol, continue aujourd'hui d'ouvrir la voie vers un avenir plus harmonieux et plus durable.